29 novembre 2011 et pour la 6e année, le festival Kinotaio proposait aux spectateurs français 16 films du cinéma japonais contemporain. Hervé Thébault nous présente le festival. Kinotaio, c'est en 2011 la 6e édition. Il y a 6 ans, c'était très novateur, voire un peu risqué de dire on va faire un festival du cinéma japonais. Alors c'est pas du cinéma japonais qui est risqué, mais c'était plutôt de le faire en numérique, parce qu'à l'époque, peu de salles étaient équipées, il fallait des maisons de la culture ou des choses comme ça qui soient équipées en vidéoprojection et pas spécialement des salles de cinéma vraiment. Kinotaio, ça a été une volonté un petit peu quand même aussi de l'État japonais, de faire un festival de cinéma dédié au cinéma japonais en France. On sent bien qu'on est en ce moment à un moment un peu charnière de l'existence de Kinotaio, où depuis l'année dernière, il y a plus de public, il y a plus de buzz autour du festival. Cette année, il y a eu plus de presse, plus de médias. Cette 6e édition fut un peu particulière. En effet, par rapport aux années précédentes, le nombre de films en compétition proposés a été revu à la baisse. Cette année, il faut savoir que la sélection qu'on a faite est pour moitié des nouveaux films et pour moitié des anciens films primés aux 5 premières éditions de Kinotaio, puisque c'est le public qui remet des prix à travers ses votes tous les ans, donc les prix qui s'appellent les Soleil d'Or, qui en japonais se dit Kinotaio. Organiser un tel festival, c'est tout sauf simple. Hervé Thébault nous dévoile un peu les coulisses de Kinotaio et les méthodes de sélection des films. On a un élément essentiel à Kinotaio qui est Megumi Kobayashi. Dans un premier temps, elle rencontre les distributeurs japonais à Cannes en général pour les films récents. Et puis après, il y a le comité de sélection visionne, cette année il y en a eu un peu moins, mais en moyenne une centaine de films. Donc on les visionne en fait chacun chez soi. La plupart du temps d'ailleurs, enfin c'est même pas la plupart du temps, tous en japonais non sous-titrés, ou quand ils sont sous-titrés en anglais. Donc voilà, on fait le choix comme ça. On fait une journée importante qui est la journée vraiment de sélection où chacun défend le film qu'il a envie, qu'il a le plus aimé. Donc c'est un peu une bataille pendant une journée. Et puis souvent il y a quand même un consensus sur un certain nombre de titres. Et une fois que les films sont choisis, on fait en général une liste un petit peu plus large que les 15 films qu'on veut. En moyenne, la sélection, c'est 15 films chaque année. Cette année, c'est 6 films nouveaux et le reste d'anciens films. Megumi et puis un certain nombre de personnes du conseil d'administration partent en général mi-juillet à Tokyo pour finaliser les accords avec les distributeurs. Plus ça va, plus on arrive à avoir les films. C'est vrai qu'il y a 6 ans, on n'était pas connu au Japon et maintenant on commence à l'être beaucoup plus. Et maintenant, quasiment 100% de la sélection qu'on fait se retrouve dans la sélection finale et 100% sont des accords avec les distributeurs pour la sélection de l'année. Et puis après, Megumi a encore beaucoup de travail puisqu'elle doit sous-titrer les films, donc faire tout le travail de traduction des dialogues pour faire le sous-titrage. Ça prend à peu près 1 semaine, 10 jours par film, donc ça c'est un lourd travail. Et puis il faut être prêt pour le mois de novembre, l'édition. Parmi les 6 films qui étaient en compétition, 3 ont été récompensés. Le prix de la plus belle image a été remis à Monsieur Fukagawa Yoshihiro pour son film Into the White Night. Tandis que le Soleil d'Or IFT a lui été remis à Monsieur Hanawa Yukinari pour son film My Wife. Le Grand Prix du Soleil d'Or Kinotaio, issu du vote du public, a lui récompensé le film Someday de Sakamoto Junji. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'un hommage a été rendu à l'acteur principal, Harada Yoshio, décédé le 19 juillet 2011. Dans les films en compétition, il y avait aussi le film Hanetsu, le dernier long métrage de Naomi Kawase. Il était diffusé ici, en avant-première.
Parmi les réalisateurs présents dans le festival, le très sulfureux Sion Sono, connu en France depuis Suicide Club, venait de nouveau présenter son Coldfish, mais aussi Guilty of Romance. Il était accompagné par son actrice fétiche, Kagurazaka Megumi. Atypique, il ne cesse de nous entraîner dans des univers ténébreux d'une société japonaise en crise. On a souvent reproché au réalisateur d'utiliser parfois à l'excès la violence et l'érotisme dans la plupart de ses films. Cependant, la violence des images n'est pas gratuite mais sert à un propos, une réflexion. Ça, ikuyo. コールドフィッシュに関して言うと、残酷シーンっていうのは実は主人公の気の小さな男の目線で必ず出てきているので、まさしく覗いている感じで、だと思います。他のシーンも意外と、例えば、ギルティ・オブ・ロマンスにおける裸のシーンなんかも彼女が覗いていたりするような形で現れたりとかするので、なんとなく確かに覗きっていうのは確かに僕の中で重要なものになってるかもしれないですね。そういうシーンにおいて。Dans le film Guilty of Romance, l'actrice Kagurazaka Megumi effectue d'ailleurs une remarquable performance dans ce rôle de femme au foyer, s'enfonçant peu à peu dans le monde de la nuit et celui de la folie. 役作りというよりも、監督はその監督はいつも役になるために自分を知るというところをすごいそれが演技指導なんですね。なので、クランクインする1ヶ月前ぐらいからそういう稽古があって、そこの中で私が今まで経験してきた例えば、怒ったりとか泣いたりとかそういう過去に経験したものを引き出して、それとちゃんとその泉という役と合わせていくというか、はい、そういうことですね。演技をうまくするとかそういうんじゃなくて。Encore une fois inspiré de la réalité, Lord of Chaos, sur la naissance du black metal norvégien, devait être le prochain projet du réalisateur. Les événements en ont cependant décidé autrement. Lord of Chaos の前に、来年の January に一個映画を作ろうと思って、それは福島のラディオアクティビティに関するサイファイムービーです。Presque à l'opposé, la démarche des deux réalisateurs français, Marie-Francine Le Jaloux et Gilles Sionnet, apporte également un regard différent sur la société japonaise. La vie murmurée nous présente le Japon des perdants, celui du questionnement et du doute à travers la figure des lecteurs de l'écrivain Dazai Osamu. Oui, alors vous parlez des deux jeunes femmes en particulier, Risa et Yumi, qu'on a toutes les deux rencontrées par le biais de communautés internet. Et c'est vrai que l'une comme l'autre sont tellement... Enfin, ils ne peuvent pas séparer leur vie de Dazai, donc c'est tellement fort que ça s'est imposé aussi à nous. Bon, il y a bien sûr d'autres personnes qui avaient cette même force, mais elles traduisent chacune une part de Dazai. Et c'est vrai aussi des autres personnages qui ne sont pas eux aussi sombres. Je pense à Inose Naoki par exemple, ou au jeune homme qui travaille, Kosuke Masayama, qui travaille à l'université. Voilà, chacun d'eux apporte une part de Dazai. C'est tout l'intérêt de l'œuvre de Dazai, c'est que c'est très ambivalent. En fait, une chose simple peut être l'objet d'une page d'écriture. Après l'essor du Japon dans les années 70-80, l'éclatement de la bulle économique a fait qu'ils étaient devenus un pays en difficulté. Et l'intérêt de Dazai aujourd'hui par des jeunes lecteurs, c'est celui qu'on pouvait trouver juste après-guerre d'un pays qui est en grande difficulté, à l'intérieur duquel les gens eux-mêmes sont en difficulté. Et comment on va réagir? Dazai ouvre des pistes avec ses interrogations, ses doutes, ses questionnements, cette espèce de difficulté à vivre qu'on a dans ces deux personnages en particulier. Connu autant par la force de ses écrits que par sa vie tumultueuse, Dazai Osamu reste encore aujourd'hui une figure de révolte au Japon alors qu'il reste inconnu en France. Paradoxalement, Dazai incarne plutôt un combat individualiste en fait. Dans les années 30, c'est vrai qu'il a été communiste, c'est vrai qu'il
il ne se reconnaissait pas dans cette culture de l'aristocratie qui écrase le peuple. Il est bien placé pour en parler puisque son père est un propriétaire terrien qui affame parfois ses paysans. Mais moi, j'ai l'impression que Dazai est plutôt un individualiste et que c'est ça qui aujourd'hui fait écho dans la jeunesse japonaise, parce que à travers sa littérature, on se pose des questions sur la façon dont soi-même on va vivre, soi-même en marge ou en rupture avec la société. Et ça, c'est justement révolutionnaire pour le Japon. Politiquement, il est très difficile à cerner. Je serais tenté de dire, il est difficile à cerner tout court, quoi, dans tous les domaines. En politique, par exemple, cette tentation du communisme a été d'abord assez brève. Elle allait dans le sens, effectivement, d'un rapprochement avec des gens simples. Et c'est vrai que tout jeune, il a été élevé par une jeune femme, une paysanne de la région. Et il dit à la fin de sa vie, eh bien oui, ma mère s'est taquée. Cette femme en question, qui est une femme extrêmement simple. En revanche, quand il se retrouve dans des cellules communistes, c'est pas forcément l'essentiel de sa vie, quoi, hein. Donc, politiquement, il est difficile à cerner, mais il est difficile à cerner dans sa totalité, quoi, hein. Donc, est-ce qu'on peut en faire un révolutionnaire au sens français du terme? La Révolution française, avec tout ce que ça comportait, tout, certainement pas. 私は確信したい。人間は恋と革命のために生まれてきたのだ。 Cette année, la fin du festival Kinotayo ne signifie pas automatiquement la fin de la diffusion des films. Hervé Thébault nous permet de nous indiquer ses envies pour le futur du festival. L'idée, c'est plutôt la salle, en fait, de pouvoir distribuer certains films, d'autant qu'on a déjà un catalogue avec les films des années précédentes, d'une 60aine de titres, qui sont sous-titrés, puisqu'on fait les sous-titres chaque année, et qui donc pourraient être accessibles aux salles de cinéma qui voudraient le programmer. Ça, on y réfléchit très sérieusement pour, dès 2012, faire ça, quoi. Et puis, on a commencé des discussions avec la Japan Expo aussi pour envisager peut-être les Japan Expo, pour envisager des projections de certains films Kinotayo pendant les Japan Expo, soit la Japan Expo Sud ou la Japan Expo au centre, ou tous ces événements-là. Donc ça, c'est des discussions qu'on va reprendre dès le mois de décembre, là, dès la fin du festival.